Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast des créateurs de Side Project. Toutes les 2 semaines, je pars à leur rencontre pour comprendre comment ils se sont lancés en parallèle de leur job, mais surtout pour décortiquer leur projet. De la création du produit jusqu'au premier client, on vous donne toutes les clés pour vous lancer rapidement en parallèle de votre activité. Je suis Amine Bouassoun, le cofondateur du Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Luca Fancello, Head of Growth chez Scalingo et créateur du blog Brew Nation. Dans cet épisode, on verra comment passer d'une startup à un side project. Aujourd'hui, Brew Nation, c'est un blog, mais avant, c'était surtout une startup. On va en parler en détail et du coup, je suis très content de te recevoir, Luca. Merci beaucoup Amine et ravi d'être dans le podcast. Impatient de révéler 2-3 secrets du blogging et du passage d'une startup à un side business. Eh bien, justement, moi, mon objectif, c'est de me dire avec ce podcast, si un jour j'ai envie de lancer un side project qui est justement dans la création d'un blog, que je puisse réécouter ce podcast et voir dans quoi je m'embarque. Ça te dit? Carrément, avec grand plaisir. Super. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais au quotidien, ton job à plein temps? Ouais, avec grand plaisir. Alors, donc moi je suis Luca, je suis franco-italien. Donc à plein temps, comme tu l'as très bien souligné, Amine, je suis Head of Growth chez Scalingo. Donc Scalingo, on est ce qu'on appelle un platform as a service. Donc un platform as a service, c'est une société qui te permet d'héberger des projets web sans avoir à gérer de serveurs. Donc ce qui permet justement aux startups de lancer des MVP très rapidement, entre autres. Et du coup, en tant que Head of Growth, je m'occupe de toute la partie marketing digital, donc que ce soit du SEO, donc du référencement naturel pour pas utiliser les mots anglais, du community management, de la création de contenu ou d'autres thèmes encore. Et du coup, en parallèle, j'ai aussi un side business depuis quelques temps maintenant, parce que ça fait plus d'un an et demi. Et donc, c'est un side business autour de la création de contenu pour des blogs et de comment créer des blogs rentables. Et du coup, au total, j'ai 4 blogs. Un premier blog qui est le blog brewNation.fr, donc qui est un blog sur la bière, dont je pense qu'on va pas mal parler parce qu'au départ, c'était une startup qui a été transformée en side business petit à petit. J'ai un deuxième blog que j'ai créé un peu plus récemment, qui est un blog sur le gin, mrgoodgin.com. Donc j'espère, Amine, que tu ne seras pas obligé de mettre moins de 18 ans pour ce podcast. Et puis ensuite, j'ai un autre blog donc sous mon nom personnel dans lequel je partage tous mes tips pour réussir en SEO et pour justement réussir à créer un blog rentable. Et en parallèle, j'ai un dernier blog dont je suis peut-être un petit peu moins fier parce que j'ai pas réussi à le pousser très loin. Et je pense qu'on pourra entrer en détail tout à l'heure sur le pourquoi du comment. Et du coup, ce dernier blog, c'est un blog sur les chaussettes et les chaussettes fantasy, qui était au départ un test SEO. Et du coup, je pense que j'en ai tiré pas mal d'enseignements, donc je pourrais te raconter un petit peu et j'espère que ça servira à tous ceux qui écouteront le podcast. J'en suis sûr. Et on voit que tu as pas mal quand même de projets de side business. Comment est-ce que tu fais, et d'ailleurs, je connais un peu la question, enfin la réponse, mais comment est-ce que tu fais, toi, pour t'organiser et bien définir les moments où tu bosses sur tes side projects et le moment où tu es sur ton job? Ouais, c'est une très bonne question, hein, surtout que dès que tu commences un petit peu à faire des side projects, tu es obligé d'être vachement organisé parce que voilà, hein, dans la journée et surtout, moi qui suis quand même sur un poste où il y a pas mal de responsabilités, il faut que je sois focus et il faut être là pour ton job là, ton job à plein temps. Et justement, c'est assez intéressant cette question parce que si tu veux, au début, quand j'ai commencé, j'étais très mal organisé. Je savais pas du tout comment faire et j'avais un autre job à l'époque. Donc je travaillais chez Skyscanner, qui est un comparateur de vol. Et là-bas, justement, je travaillais en SEO. Après, je créais pas de contenu directement, mais je gérais des freelances qui créaient du contenu pour Skyscanner. Et du coup, si tu veux, à un moment, quand j'ai commencé à me dire, voilà, j'aimerais bien relancer un peu, reprendre ce blog autour de la bière, parce que j'avais déjà le nom de domaine de l'époque de ma startup.
Et du coup, à l'époque, je me suis dit, OK, bah, je vais faire mes articles, je vais faire un petit plan d'articles. Tu vois, j'avais une trentaine d'idées d'articles en tête. J'avais un petit peu commencé à développer une méthode pour le faire. Je pense qu'on pourra rentrer en détail après. Et en fait, il se trouve que les 3 premiers mois, j'ai écrit un article. Euh, j'avais pas d'organisation, j'avais pas de période spécifique pour écrire. Je m'étais juste dit, ben, dès que j'ai un petit peu de temps, j'écris. Et en fait, avec le recul, j'ai assez vite remarqué que ça marchait pas du tout. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, OK, à ce rythme-là, à la fin de l'année, j'ai 4 articles de blog et il n'y a personne sur mon blog et j'aurais complètement échoué un peu une deuxième fois. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je mette en place une vraie organisation. Ce que j'ai mis en place, c'est de me dire que chaque jour, avant d'aller au travail, je vais me réveiller 1 heure plus tôt et je vais consacrer 1 heure tous les matins à ce side business ou à ce projet perso ou à cette activité en plus. Euh, et du coup, en parallèle, assez vite, j'ai remarqué que 7 heures, j'ai assez vite réfléchi. En fait, quand tu es un blog, ce qui te rapporte de l'argent, ce qui te rapporte du trafic, le centre de ton activité, ça doit être de créer le contenu. C'est ton premier focus. Et donc, je me suis dit, OK, ben, 7 heures tous les matins, elle est consacrée pas à lire mes mails pour vérifier si on m'a pas demandé un partenariat ou autre. Non, 7 heures tous les matins, elle est consacrée à l'écriture. C'est-à-dire que je vais me réveiller 1 heure plus tôt, je vais boire un café quand même parce que voilà, il faut un peu profiter de la vie. Mais derrière, je vais vraiment me concentrer 1 heure, pas d'email, pas autre chose, à l'écriture. Et une fois que cette heure est finie, donc c'est vraiment 1 heure de deep work où je suis super concentré. Je passe à autre chose et là, je vais me consacrer, je vais prendre une petite pause. En général, le temps d'aller au boulot, voilà, il te faut 20 minutes à pied ou un peu plus en transport hein, selon l'endroit où tu habites. Et du coup, après, je mets ça de côté et je me concentre à 100% sur mon job. D'accord. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas que c'est assez rare, mais il y a pas longtemps, j'ai fait un petit sondage sur mon profil LinkedIn et c'est vrai que je te posais la question à quel moment vous bossez sur vos side projects. Et c'est vrai que la réponse le matin avant de commencer, c'est une des réponses qui a obtenu le moins de choix dans le sondage. Euh, c'est peut-être au fait on n'a pas forcément l'habitude. Toi, comment est-ce que ça se fait que tu aies choisi ce moment-là de productivité tôt le matin? Il y a aussi le sujet de la morning routine dans lequel on va parler de ces sujets-là et de se dire on va se réveiller. Est-ce que tu rejoins un peu ce thème-là ou est-ce que c'est le moment où toi tu préfères bosser parce que tu te sens plus productif? Alors, c'est assez marrant parce que le livre Morning Routine, je l'ai lu quand ça faisait déjà 1 an que j'avais mis en place cette routine. Euh, Si tu veux, moi je suis passé par des phases de test. Donc j'ai commencé effectivement une première phase où je me suis dit, je vais rentrer du boulot et directement je vais consacrer 1 heure à l'écriture. Mais sauf que du coup, tu rentres d'une journée de travail où si tu as un travail qui est un minimum exigeant, si tu as déjà été devant un ordinateur toute la journée, ça t'a demandé une grande partie de ta concentration et du coup, tu arrives le soir et c'est difficile de remettre encore de l'énergie. Et pourtant, à l'époque, je finissais assez tôt mes journées. En général, aux alentours de 17 heures, j'avais fini le travail. Donc, effectivement, tu aurais pu te dire, tu peux placer 1 heure en plus le soir. Mais il se trouve que très souvent, j'avais du mal à le faire, j'avais du mal à avoir une vraie concentration. Et je pense que ça correspond aussi à chaque créateur un peu de side business. Mais en tout cas, moi, le soir, j'avais vraiment besoin d'un break et de faire une pause et de passer un petit peu à autre chose pour le lendemain réussir à être productif, que ce soit pour mes side business ou pour mon job à temps plein. Et du coup, à un moment, j'ai regardé des youtubeurs américains un petit peu sur YouTube du coup, et j'ai remarqué assez vite que tu as quand même beaucoup d'entre eux qui te conseillent de te réveiller le matin un petit peu plus tôt et d'essayer de le consacrer à quelque chose. Et finalement, je me suis dit, ok, plus les années avancent, plus je suis productif le matin. Et donc, on va choisir cette heure-là et je vais vraiment me mettre en mode full focus sur cette heure-là. Ok, Et ça reste aussi l'heure à laquelle je suis le plus productif, en tout cas pour de l'écriture. d'accord. Et, euh, et justement, là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. C'est en 2016 que tu lances Brew Nation avec plusieurs associés. Et l'objectif,
c'est de devenir justement une start-up. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et sur ton état d'esprit à ce moment-là et quel était l'objectif avec BrewNation? Ouais, avec grand plaisir. Donc du coup, à l'époque où je lance BrewNation, donc purement à l'état de startup, j'aime bien nommer une partie l'état startup et l'autre partie l'état blogueur, voire l'état side business. Euh, Au moment où je lance à l'état startup, effectivement, si tu veux, moi, tout ce que j'avais vu de l'entrepreneuriat à l'époque, c'était des startups. Donc pendant mes études, j'avais fait des stages en start-up. À la fin de mes études, je suis allé bosser dans une start-up qui avait été fondée par les fondateurs de Groupon. Et ça, c'était à Barcelone à l'époque. Et du coup, ça, c'était une start-up qui avait bien grandi. Et en fait, en 2 ans, on était passé de 0 à 150 personnes pour ensuite se retrouver en liquidation judiciaire et fermer l'entreprise. Et du coup, forcément, sur ces 150 personnes, c'était des gens d'autres personnes qui avaient une appétence pour les startups ou pour l'entrepreneuriat. Et petit à petit, voilà, avec 2 personnes qui étaient probablement les personnes de qui j'étais les plus proches là-bas, on a décidé de fonder une startup à notre tour. C'est parti au niveau de l'idée, c'est parti un petit peu du hasard parce que c'est un des associés qui a vu quelque chose sur Shark Tank. Donc Shark Tank, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est une émission de télé américaine où des personnes viennent pitcher une idée de start-up ou autre. Et du coup, nous, à partir de là, on s'est dit, OK, donc c'est une idée autour de la bière. Et on est parti très vite de manière très lean. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris beaucoup de temps à réfléchir. On s'est vraiment dit, allez, on va aller rencontrer les acteurs du marché et à partir de là, on va pouvoir réfléchir exactement aux produits qu'on peut créer. Et du coup, très rapidement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à l'époque, il y avait de plus en plus de brasseries artisanales, c'est-à-dire de nouvelles brasseries qui ouvraient un petit peu partout en France. À l'époque, en 2016, il me semble qu'il y avait 1200 brasseries. Aujourd'hui, on a quasiment 2000 brasseries. Donc, ça a continué à beaucoup ouvrir. Et il se trouve que la plupart de ces brasseries, elles avaient de vraies problématiques de distribution. C'est-à-dire que, en général, elles sont distribuées à 100-150 km de chez elles, mais jamais beaucoup plus loin. Donc ça veut dire que finalement, tu goûtes une bière à Barcelone ou à Paris et tu vas à Madrid ou à Strasbourg en France, tu peux plus retrouver ces bières. Et donc nous, on s'est dit, bah, avec Internet, on a un peu la solution à tout. Et à partir de là, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de fonds. Et donc on s'est dit, OK, le meilleur moyen pour lancer quelque chose, c'est de faire une place de marché. Et donc on s'est dit, on va un petit peu inventer quelque chose de nouveau. C'était vraiment notre vision d'inventer un nouveau modèle de distribution pour la bière artisanale. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un site internet sur lequel des brasseurs pouvaient proposer leurs produits. Et derrière, une personne qui commandait recevait la bière en direct de la brasserie. En général, quand tu achètes de la bière en ligne ou autre, c'est toujours stocké dans de grands entrepôts. Et à partir de là, c'est des entreprises, d'autres entreprises, pas les brasseries en direct, qui vont envoyer les bières. Et du coup, cette phase un petit peu de start-up a duré quelques mois. Euh, 4 premiers mois, on était vraiment une place de marché et on avait de vrais problèmes pour attirer du monde sur le site. Voilà, hein, au bout de 4 mois, tous les jours, tu as maximum 40 personnes qui passent sur le site. C'est assez compliqué de suivre. Et en plus, sur le peu de personnes qui passent sur le site, bah, tu as des amis, tu as, de la famille. Et puis, en plus, ton site ne convertit quasiment pas du tout, quoi. Et à l'époque, on n'était pas forcément entouré d'autres créateurs de contenu, on n'était pas forcément entouré d'autres start-upers. On avait vraiment du mal à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Et au bout d'un moment, on s'est dit, OK, là, on arrive vraiment au bout de nos fonds, au bout de 4 mois. Hein, on était vraiment full-time sur le projet, pas du tout un side project. Et on s'est dit, OK, on va un petit peu pivoter et on va aller voir des professionnels. Et pareil, on y est allé, tu vois, en mode très lean, on s'est pas forcément posé beaucoup de questions. On est allé toquer dans les 4-5 bars près de chez nous, dans notre petite ville à côté de Colmar. On n'était même pas dans une grande ville en France en plus, donc c'était vachement compliqué. Et du coup, à partir de là, on a commencé un petit peu à changer de modèle et à vendre plus dans les bars, tout en gardant la place de marché en parallèle. Et en plus de ça, au bout d'un moment, on a encore lancé un autre produit qui était une box bière. Au départ, on était 3 associés, on est passé à 2 au bout d'un moment, et du coup, on était deux associés sur 3 produits différents qui nous prenaient énormément de temps. Et justement, c'est un des grands apprentissages de mon époque startup et que j'ai plus reproduit après quand j'ai créé du contenu.
c'est qu'on a fait beaucoup trop de choses et on a manqué de focus. On s'est jamais vraiment demandé tu vois, au début de la journée, qu'est-ce qui a le plus d'impact aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire qui va avoir le plus d'impact sur notre startup? Et du coup, on a fait plein de choses, mais on n'a rien vraiment fait bien. Et au bout de 2 ans, alors même si des litres de bière, on en a vendu malgré tout, hein, on faisait quand même rentrer un petit peu d'argent, mais ça suffisait voilà, à vivoter. C'était très difficile de passer à temps plein. Et surtout, plus le temps avançait, plus moi et mon associé, on commençait à ne plus apprécier ce qu'on faisait de nos journées. Parce que voilà, aller toquer dans tous les bars, en cold calling, comme on dit en anglais, c'est pas forcément la tâche la plus divertissante. Et en plus de ça, c'est pas une tâche, contrairement notamment à un side business, sur laquelle tu peux réaliser des économies d'échelle. Parce que ton temps va toujours te demander, tu vas toujours avoir besoin de donner de ton temps pour convaincre des personnes. Alors certes, tu peux améliorer tes processus de vente avec le temps, mais malgré tout, tout le long, on avait beaucoup de difficultés pour, pour réussir un peu à diminuer le temps qu'on consacrait à chaque client. Et je vais même te dire que le temps qu'on consacrait à chaque client faisait que d'augmenter, alors que les ventes augmentaient pas beaucoup plus. Donc c'était vraiment des red flags, des drapeaux rouges qu'il fallait arrêter. Et du coup, voilà, pour conclure un petit peu l'histoire, pour que ce soit quand même une histoire qui se conclut de la meilleure des manières. Donc, mon associé de l'époque et moi, ensuite, on est allés tous les deux bosser dans une autre boîte. Moi, je suis parti chez Skyscanner, c'est ce que je disais avant, donc le comparateur de vol. Et là-bas, du coup, je me suis spécialisé en SEO et j'ai découvert qu'en fait, Skyscanner travaillait avec beaucoup de blogueurs qui, eux, touchaient des revenus de Skyscanner lorsqu'ils envoyaient des personnes directement chez Skyscanner. Et je me suis rendu compte que tu avais des blogueurs qui ne venaient même pas du monde du marketing, qui ne connaissaient rien au SEO, donc qui n'avaient même pas forcément les connaissances que tu vas avoir quand tu fais du marketing digital, et qui arrivaient facilement à se tirer des revenus simplement à partir du blogging. Alors certains sont influenceurs en plus, hein, il y a plein d'autres side business que tu peux développer à côté. Et du coup, à l'époque, il me restait encore 3 mois sur le nom de domaine brunation.fr, donc de la startup. Je me suis dit, bon, ok, je vais prolonger ces 3 mois du nom de domaine, je vais prendre un an en plus, et puis je vais travailler dessus et je vais tout faire pour appliquer ce que j'apprends chez Skyscanner sur un blog et voir jusqu'où ça peut m'amener et est-ce que ça peut me générer des revenus en parallèle. D'accord. Et du coup, après, voilà, ça a plutôt bien marché puisqu'on en est là aujourd'hui à en discuter sur le podcast. Bah, carrément. Mais justement, j'ai envie d'en savoir plus concrètement, parce que justement, vous avez développé au début ce projet à trois, donc vous aviez un nom et un nom de domaine aussi. Ou après, vous étiez plus que deux. Comment ça se passe à la fin, justement, où il y a ce nom de domaine qui reste, cette marque que vous avez créée? T'en discutes avec, bah, du coup, ton cofondateur sur est-ce que tu peux récupérer, est-ce que tu peux continuer avec ce nom-là? Ouais, on a discuté. Alors, faut savoir que le premier cofondateur, il est parti assez tôt dans l'aventure, au bout de 4 mois. Donc, au moment où on est passé un petit peu, au moment où on a commencé à vendre de la bière chez des professionnels, voilà, pour différentes, différentes raisons. Disons qu'au final, on se rendait compte que euh, ce qu'on voulait de l'entreprise et notre vision de l'entreprise n'était pas la même. Et après, bien sûr, hein, le moment où tu te sépares un peu d'un associé est toujours difficile. Il faut réussir à se mettre d'accord. Très souvent, au moment où ça arrive, c'est souvent presque trop tard. Donc la confiance est un peu rompue entre les associés. Euh, mais du coup, cette personne est partie assez tôt dans l'aventure, on va dire. Et la deuxième personne, donc mon deuxième associé, qui est resté jusqu'au bout, effectivement, avec lui, je lui en ai parlé. Et alors, c'est arrivé, je pense, déjà 3 ou 4 mois après qu'on ait fermé l'entreprise à l'état startup, encore une fois. Et du coup, à ce moment-là, on en a parlé. Et puis, j'ai dit, voilà, est-ce que ça t'embête si je reprends le nom de domaine et j'essaye d'en faire un blog? Et puis, bah, ça, c'est une preuve que c'était quand même une association qui marchait bien. La personne m'a dit qu'elle n'avait pas de doute que c'est quelque chose dans lequel je me retrouverais et que je serais bon pour parler du sujet. Donc, il m'a conseillé de le faire et de me lancer. Et puis après,
on en a rarement reparlé, mais on s'est aussi un peu moins croisés dans les dernières années, notamment parce que la personne, elle est partie vivre à Barcelone, euh, donc retourner à Barcelone, hein, alors que moi, je suis resté un petit peu en France, et puis avec tous les événements récents, c'est un petit peu plus compliqué de se voir, on va dire. C'est clair. Donc c'est cool parce qu'en fait, on voit les différents types de, d'entreprises qu'on peut créer. Au début, on part sur une start-up parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on entend le plus à travers les médias, les réseaux sociaux, etc. Ensuite, on bascule avec ce premier pivot sur une entreprise traditionnelle qui va aller démarcher des commerçants. Et ensuite, on arrive sur le side project, qui est donc le blog, donc la création d'un blog, avec, si possible, l'objectif que ça devienne un blog rentable. Et cette expérience-là, ou en tout cas cette idée-là, tu la développes, comme tu le disais tout à l'heure, parce que quand tu bosses chez Skyscanner, tu découvres en détail le SEO, l'affiliation. Et en fait, via ton job, tu vois un peu l'envers du décor, c'est-à-dire que tu vois des blogueurs, parfois des influenceurs qui font du revenu avec ce modèle d'affiliation, alors que certains n'ont pas forcément les compétences, en gros, en SEO, en marketing. Et du coup, c'est là que tu te dis, bah, moi aussi, je peux le faire. C'est ça? C'est assez fou parce que quand tu le racontes comme ça, on se dit, ça paraît presque dingue, mais effectivement, ça ressemble beaucoup à ça. Euh, donc, faut savoir que une fois qu'on a fermé l'entreprise, moi j'ai pris une petite pause de 3-4 mois, et ensuite j'ai commencé à travailler chez Skyscanner. Et une fois arrivé chez Skyscanner, je me suis assez vite effectivement retrouvé au contact d'autres blogueurs ou de personnes qui dans l'entreprise faisaient du SEO, hein, puisque petit à petit c'est sur ce poste-là que je me suis spécialisé. Et c'est vraiment comme ça en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait ces possibilités. Et tu sais, je vais dire aussi, je pense qu'il y a euh, un petit peu d'orgueil peut-être dans le sens où voilà, tu repars d'un échec entrepreneurial et tu te dis ok, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, pour un petit peu me remettre de tout ça et voir ce que ça va donner quoi. Et du coup, effectivement, hein, c'est au contact euh, d'autres personnes et c'est vrai que tu vois, le point de départ, c'est que moi, j'ai découvert un monde complètement parallèle. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était les startups et éventuellement les PME, mais j'imaginais pas qu'il y avait des side projects, j'imaginais pas qu'un blog pouvait être rentable. Il y a plein de choses que j'imaginais pas parce que j'étais pas forcément au contact de ce monde-là. Et l'arrivée chez Skyscanner m'a fait vraiment me rendre compte que ce monde-là existait et que il pouvait correspondre un petit peu à ma vision aussi de l'entrepreneuriat. Et tu développes aussi une compétence qui va t'aider dans la suite, dans ton side project, c'est la création d'articles. C'est-à-dire que tu te mets à peut-être écrire des articles, ou en tout cas gérer un peu la création d'articles. C'est à ce moment-là, c'est dans cette expérience-là que en tout cas c'est grâce à ton job principal que tu prends du niveau sur ce sujet. Alors je dirais que au départ, plus que purement sur la création d'articles, c'est dans mon job principal, effectivement, que je prends du galon et du niveau sur la partie purement SEO, hein, donc Search Engine Optimization. Donc s'il y a des personnes qui connaissent pas forcément, c'est ce qu'on appelle en français le référencement naturel. Et en gros, c'est comment optimiser un site internet pour que ça attire du trafic directement de Google. Et ça, c'est vrai que c'est une compétence que j'ai vraiment appris et acquéri lorsque j'étais dans mon job à temps plein, donc chez Skyscanner, donc le comparateur de vol en l'occurrence. Il faut savoir forcément que Skyscanner se trouve dans une industrie qui est l'industrie du voyage et qui est une industrie dans laquelle il y a énormément de recherches Google, donc forcément le SEO, c'est vraiment une des clés dans l'entreprise là-bas. Euh, et c'est vrai que c'est le premier réflexe, tu vois, quand on veut partir n'importe où, tu vois, tu veux aller à Rome, bah, le premier réflexe, c'est de chercher vol pas cher Paris-Rome, tu vois, ou vol pas cher Strasbourg-Rome pour moi, quoi. Et donc, à partir de là, voilà, j'ai un petit peu développé cette compétence. Et il faut savoir qu'à l'époque de GrowNation Startup, j'avais déjà écrit quelques articles de blogging parce que ce sujet m'intéressait.
Et du coup, j'avais commencé à me renseigner. J'avais suivi un peu quelques experts américains, hein, donc que ce soit Neil Patel ou Brian Dean, qui sont un peu les gros experts SEO américains. Et du coup, j'avais commencé à rédiger du contenu, mais le problème, c'est que j'étais vraiment seul dans cette rédaction de contenu. Donc, en plus, comme le contenu, c'est toujours quelque chose avant que ça paye, il te faut 4 à 6 mois, très souvent. Donc moi, finalement, j'écrivais des articles, mais personne venait dessus et ça rankait pas vraiment sur Google. Et ça a mis beaucoup de temps avant que ça attire du monde sur notre site. Et du coup, j'étais vraiment esselé. Et finalement, mon job à temps plein m'a permis de comprendre que c'était normal et qu'il y avait d'autres stratégies à appliquer. Et c'est à partir de là que je me suis dit, OK, maintenant, je suis encadré, je suis entouré, et donc je vais pouvoir faire ce que j'ai fait avant, mais le faire en beaucoup mieux. Et, et justement, du coup, là, tu as la compétence, qui est donc la création d'articles. Tu as ton sujet, qui est un peu ton sujet passion. Mais justement, comment est-ce qu'on valide de manière objective qu'il y a une demande, que ce qu'on va écrire, ça va toucher des gens, ça va intéresser des gens? Comment est-ce qu'on détermine de manière objective qu'on doit se lancer sur ce sujet passion? Alors, tu vois, ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une information que tu apprends que si tu es un insider finalement dans une entreprise. Euh, Tu vois, chez Skyscanner, tu as au moins 30% du travail d'une équipe SEO, c'est de faire de la recherche de mots-clés. Donc, qu'est-ce que c'est la recherche de mots-clés? Alors, en fait, tu as des outils hein, qui te permettent de le faire. On pourra les citer si besoin. En gros, c'est des outils qui te permettent de regarder un mot-clé. Donc, par exemple, le mot-clé, ça peut être podcast sur side business. Et tu vas avoir pour ce mot-clé le nombre de recherches qu'il y a directement à ce sujet. Et tu vas aussi avoir une idée de la compétition. Euh, la compétition, voilà, c'est à quel point ce sera facile. En général, c'est une note sur 100. À quel point ce sera facile de ranker sur Google pour ce terme. Quand je dis ranker, hein, c'est toujours pour te classer sur Google, hein, si jamais quelqu'un qui écoute le podcast ne connaît pas forcément le terme. Et du coup, ça, c'est quelque chose que les blogueurs ont en main, que tu vas pas forcément avoir dans d'autres side projects. C'est que tu vas assez facilement savoir, pour les différents mots-clés, dans mon cas autour de la bière, combien est-ce qu'il y a de recherches Google et quelle est la concurrence sur ces mots-clés. Et donc, tu vois, moi, je me suis assez rapidement rendu compte. Tu vois, en fait, si tu veux, un petit peu la technique, tu vois, c'est qu'avant, je le faisais n'importe comment. Je me disais, ah oui, aujourd'hui, je vais écrire sur la bière à Strasbourg, quels sont les meilleurs bars à bière. Et c'est où, à partir de mon job chez Skyscanner, j'ai compris que, OK, quand tu veux créer un site, quand tu veux créer un blog, si tu veux attirer du trafic en SEO, il faut tout de suite penser à une méthode et à un calendrier éditorial. Et du coup, il faut aller voir où est-ce qu'il y a de la demande. Et du coup, tu vois, moi, je valide assez rapidement, donc je cherche le terme bière. Je vois qu'il y a de la demande pour ce terme bière, mais forcément, c'est tellement générique, tu vois, le terme bière que tu vas pas forcément essayer de ranker là-dessus. Mais du coup, à côté, je cherche des termes comme bière IPA. Donc l'IPA, c'est un style de bière. Bière blanche, bière brune, bière blonde. Et je vois que pour tout ça, tu as un bon nombre de recherches. Donc ce que j'ai considéré un bon nombre de recherches, c'est un nombre de recherches supérieur à 1000. Et il y a une compétition qui est assez faible, c'est-à-dire que c'est une compétition qui est en général inférieure à 40 sur 100, sachant que 100, c'est une compétition très élevée. Et donc à partir de là, tu vois, moi je me suis fait un plan éditorial, je me suis dit, ok, bon ben, du coup, les 30 premiers mots-clés sur lesquels j'ai besoin d'avoir un article, c'est, je donne des trucs à titre d'exemple, hein, mais c'est bière blanche, bière brune, tireuse à bière, euh, peut-être un nom de tireuse à bière spécifique parce que je vois qu'il y a beaucoup de recherches. Et à partir de là, j'ai fait mon plan éditorial et puis ensuite tu commences à rédiger les articles un à un. Mais du coup, le blog, c'est vraiment un side project qui pour moi a deux gros avantages. Un premier avantage, c'est que ben, tu peux parler de ta passion. Tu vois, quelle que soit sa passion. Alors moi, à l'époque, j'avais un petit peu une passion pour la découverte de la bière. Et j'ai pu en parler, tu vois, directement sur le blog. Et de deux, tu peux valider au préalable, et ça c'est quand même assez extraordinaire, à quel point il y a de la demande pour des mots-clés spécifiques sur lesquels tu veux écrire du contenu, et à quel point il y a de la concurrence sur ces mots-clés. Du coup,
C'est ta première étape, c'est justement de valider la demande, c'est de faire le plan éditorial, de vérifier le potentiel un peu. Et c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce que tu fais juste après avoir validé tout ça et avoir défini ton plan éditorial? Alors ensuite, je passe par une deuxième étape. Donc cette première étape, c'est vraiment la recherche de mots-clés. Ensuite, je passe par une deuxième étape qui consiste à grouper les mots-clés. Et tu vois, je vais grouper les mots-clés par rapport à des thèmes un petit peu qui les regroupent. Donc par exemple, avant, tu vois, je citais bière brune, bière blanche, bière blonde, bière ambrée. Tout ça, je vais le regrouper sous un mot-clé qui va être couleur de bière. Tu vois, et du coup, je me fais en général vraiment j'utilise un petit outil en ligne pour me faire un dessin ou même tu le fais à la main sur une feuille de papier directement, tu vois, et tu groupes un petit peu ces différents mots-clés. Après, pareil, dans la bière, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de mots-clés autour du terme tireuse à bière. Donc, du coup, tu fais vraiment un petit peu ce dessin et tu groupes un petit peu tous tes articles. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le cocon sémantique un petit peu en SEO. Et ça consiste finalement à, tu vas avoir un thème général et ensuite tu vas avoir plein d'articles plus détaillés sur ce thème général et tu vas faire des liens internes entre tous ces articles. Ensuite, je passe à une troisième étape. Et cette troisième étape, c'est vraiment l'étape de production de contenu. Euh, du coup, je vais passer en général vraiment un mois pour écrire mes 30 à 40 premiers articles. Donc, c'est les articles qui, pour moi, sont ceux qui ont le plus de potentiel sur mon blog. Et pour chacun de ces articles, je vais les optimiser. Donc, je vais créer un plan qui est optimisé, dans lequel se retrouve le mot-clé pour lequel je veux ranker. Et surtout, je vais faire une recherche un petit peu plus détaillée pour chacun de ces mots-clés et de ces futurs articles. Je vais regarder, quand tu cherches ce mot-clé sur Google, qu'est-ce que tu trouves et, euh, et selon ce que tu trouves, moi, je vais toujours essayer de faire un article qui est beaucoup mieux que ce que tu trouves. Parce que si ton article n'est pas mieux, Google n'a aucune raison en SEO de montrer ton article puisqu'il a déjà 10 très bons résultats. Donc pourquoi il va montrer le tien si le tien n'est pas mieux que ce qu'il y a déjà dans les 10 premiers résultats de Google? Et du coup, pour faire un article qui est mieux, moi j'utilise très souvent une méthode qui est un petit peu, qui pour moi est la plus simple, mais qui peut parfois être chronophage, qui est de faire un article plus complet que les précédents. Donc, par exemple, sur un sujet comme bière brune, ben, je vais expliquer ce que c'est une bière brune, quels sont les styles de bière que ça regroupe, ce terme bière brune, quelles sont les bières brunes iconiques, donc les meilleures bières brunes, hein, donc toujours autour de cette couleur brune. Et après, je vais aussi détailler des questions, et ça, c'est justement des questions qui permettent de rendre le blog rentable, qui vont être des questions comme où est-ce que je peux acheter de la bière brune? Quels sont les meilleurs sites pour les acheter? Et je donne mes conseils en tant qu'acheteur aussi pour dire, bah voilà, si tu veux acheter de la bière brune, si tu veux acheter une tireuse à bière, voilà le prix sur ce site-là, voilà le prix sur ce site-là ou autre. Et du coup, à partir de là, comme j'ai un article plus complet, bah, petit à petit, ça me permet de gravir les échelons Google. Et ça, c'est un petit peu peut-être le défaut de ce side project autour du blogging, c'est que c'est quand même quelque chose qui prend du temps au moins 6 mois avant de te rapporter des revenus complémentaires à ton activité. Mais en revanche, tu vas commencer à petit gravir les échelons et une fois que tu es en haut, ça te demande de moins en moins de temps et ça devient de plus en plus difficile de t'y déloger parce que forcément l'investissement en temps que les prochains vont devoir consacrer est beaucoup plus long vu que toi tu t'es vraiment concentré pour faire un article ultra complet au départ. D'accord. Donc, on a à peu près les étapes. Tu disais des choses très importantes. Au début, tu te consacres quand même à peu près un article par jour, si j'ai bien compris, pendant un mois. Alors, ouais, t'es pas loin, t'es pas loin de la vérité. Alors, finalement, cette technique d'un article par jour, je l'ai mise en place pour mon autre blog, Mr. Good Gin, donc qui est un blog sur le gin, hein, comme j'en discutais avant. Et si tu veux, Ouais. l'idée de ce blog, c'était de me dire, ok, est-ce que je suis capable de créer un blog en un mois? J'ai un mois devant moi. C'était une petite période transitoire entre deux emplois. Et donc, je me suis dit, ok, est-ce que je peux vraiment créer un blog en un mois? Et du coup, tous les matins, je me suis consacré, j'ai consacré
2, parfois un peu plus, parfois 4 heures, parce que parfois un article, tu sais, si tu l'écris vraiment ultra détaillé, ça peut te prendre beaucoup de temps. Et du coup, effectivement, pendant un mois, et je trouve que c'est l'idéal, tu vois, d'avoir vraiment cette période où tu te focalises sur le contenu. Et l'avantage, en fait, de le grouper vraiment sur un mois, c'est que ça te permet une première chose, c'est que le premier article va te prendre 5 heures, 6 heures facile, parce que forcément, même si tu es passionné par le sujet, tu ne le connais pas encore particulièrement bien. En revanche, le 30e article, tu as un nombre de connaissances que tu peux utiliser qui provient de tes premiers articles. Et du coup, tu gagnes beaucoup de temps à les rédiger et tu arrives, tu vois, moi parfois, sur certains sujets, comme notamment la bière, j'arrive parfois à rédiger 1800, 2000 mots en moins de 2 heures quasiment. Euh, donc du coup, effectivement, ça, je trouve que c'est une très bonne méthode pour une personne, bien sûr, qui aurait un petit mois de libre ou un petit mois de transition. En revanche, si c'est pas le cas, et d'ailleurs c'est ce qui m'arrive, tu vois, actuellement sur mon blog personnel, où j'aide justement d'autres personnes avec le content marketing pour créer des blogs et réussir la même chose, que ce soit des startups ou des solopreneurs, ou même quelqu'un qui voudrait monter un side project. Actuellement, j'ai un métier qui me demande du temps. Et du coup, par conséquent, j'essaye de consacrer 1 heure et demie par jour à l'écriture. Donc ça, c'est ce que je te racontais, hein, vraiment le matin de 7h30 à 9 heures. Et du coup, 7h30 que je consacre à l'écriture, j'essaye de sortir 2 articles par semaine. Voilà. Euh, Fondamentalement, par rapport à Google, il n'y a pas de règle. C'est pas parce que tu vas sortir 5 articles par semaine ou que tu vas en sortir 2 par semaine que ça va fondamentalement changer quelque chose. La seule différence, c'est que tu vois, moi j'aime bien être full focus sur une partie et après me consacrer à d'autres parties un petit peu du blogging. Du coup, si vraiment pendant un mois tu peux te donner à fond, c'est très bien. Euh, Si c'est pas possible, ben, tu essaies juste de te fixer, d'écrire vraiment tous les jours. Parce que finalement, c'est cette régularité hein, qui est super importante et qui te permet à un moment de voir les résultats qui payent derrière. Et, et justement, on va parler des autres parties du blogging. Et une des parties les plus importantes, c'est aussi le business model de tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à rentabiliser le temps passé sur ce projet-là. Mais avant, il y a aussi la communication autour de ce blog-là, parce qu'effectivement, le SEO, c'est un canal d'acquisition assez intéressant, surtout pour ce type de projet. C'est même vital, j'ai envie de dire. Mais tu as aussi toi-même d'autres canaux que tu as testés. Tu as testé YouTube, et d'ailleurs, tu fais des vidéos YouTube dans lesquelles tu fais des tests, tu parles d'un sujet un peu plus en profondeur. Et il y a aussi Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ton utilisation de YouTube par rapport à un blog et l'utilisation d'Instagram? Oui, complètement. Alors, je pense qu'il y a une première chose, tu vois, qu'il faut préciser, et c'est à la base de ma stratégie, tu vois, pour moi, c'est que je commence en général par choisir mes batailles. Donc, si c'est un side project, tu sais que tu vas avoir 1 heure, peut-être que certains vont avoir 2 heures, certains peut-être un peu plus à consacrer à ce side project, mais tu sais que ton temps est limité. Du coup, tu peux pas tout faire. C'est quasiment impossible, tu vois, au démarrage, de faire du Instagram, du YouTube, du SEO, des articles et autres. Tu vois, il y a un podcast en parallèle. Tu vois, il faut à un moment faire des choix. Du coup, moi, je sais que mon avantage comparatif, c'est que je connais quand même bien le SEO. Je continue à apprendre sur le sujet, je continue à me documenter, mais j'ai quand même de très bonnes bases que j'ai appris dans des boîtes un petit peu qui étaient dans la Champions League un petit peu, on va dire, de ce sujet. Et du coup, je sais qu'au début, je me focus toujours sur cette partie. Et c'est important de le souligner pour pas forcément que ça décourage des personnes, je pense, tu vois, qui vont faire un side project et qui commencent vraiment tout au début à zéro. Euh, du coup, moi, en parallèle, effectivement, au bout d'un moment, quand mon blog générait déjà pas mal de trafic, donc plus de 1000 visites par jour, je me suis dit, OK, maintenant, si je veux continuer à grandir, je peux continuer à écrire des articles, mais moi, la base quand même de la création d'un side project pour moi, c'est d'apprendre de nouvelles choses. C'est parler de ma passion, mais c'est surtout apprendre de nouvelles choses. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais envie d'apprendre? Et je me suis rendu compte que la plateforme que j'adore,
pour la création de contenu, c'est YouTube. Et donc à partir de là, je me suis dit, ok, je vais un petit peu me tenter à l'expérience des vidéos, tu vois. Euh, et là, au début, j'ai fait une grosse erreur sur YouTube parce que je me suis un peu épuisé très rapidement. Et c'est pour ça que les vidéos ont pas suivi un flow très, très classique, tu vois, à l'opposé de ce qu'il faut faire justement. Et donc en gros, je me suis lancé vraiment sur 4-5 premières vidéos. J'avais pas de formation, j'y connaissais pas grand-chose au sujet. Je savais pas monter des vidéos, je savais pas forcément comment m'enregistrer. Et ça fait qu'au bout de 5 vidéos, je me suis vraiment épuisé. Et ensuite, entre les 5 premières vidéos et les 4 suivantes, il y a quasiment 6 mois qui ont passé parce que j'arrivais pas vraiment à m'organiser pour tourner des vidéos YouTube. Mais il faut savoir que au bout d'un moment, et ça c'est une erreur que j'ai fait au début du blogging, c'est que tu vois, moi j'ai créé un article de blog et c'est tout. Mais en réalité, avec cet article de blog, j'aurais pu faire des dizaines de choses parce qu'une fois que tu as déjà le contenu d'un article de blog, bah, tu peux transformer un peu ce contenu et en faire un script pour YouTube. Tu peux transformer un peu ce contenu et le poster sur Twitter. Tu peux transformer un peu ce contenu pour en faire des posts Facebook ou des vidéos. Donc finalement, tu peux un peu travailler tous ces micro-contenus qui vont te permettre d'aller encore plus loin dans l'utilisation d'un article de blog. Au lieu juste d'utiliser un article de blog, tu en fais une dizaine d'autres choses. Et tu peux même, pourquoi pas, poster ton propre article de blog sur LinkedIn, si c'est un sujet sur lequel tu veux un petit peu t'étaler, ou sur d'autres plateformes, que ce soit Medium, voire même en le modifiant un petit peu chez d'autres partenaires blogueurs avec qui tu auras envie de faire un échange d'articles. Euh, donc, si tu veux, au bout d'un moment, moi, je me suis dit, je vais apprendre de nouvelles choses et je vais essayer de multiplier un petit peu les usages de chacun de mes contenus. Et pour la partie Instagram, je m'y suis aussi un peu essayé. Après, c'est une plateforme que j'aime moins. Ce que je faisais, j'essayais de le faire de manière aussi, on va dire, rentable que possible, dans le sens où je me prenais 3 heures un week-end et je mettais directement une trentaine, une quarantaine de photos sur Instagram avec un outil. Et tu vois, je schedulais directement pour un mois. Après, petit à petit, j'ai un petit peu mis cette partie de côté parce que c'était une partie qui me passionnait un petit peu moins. Et mes photos de bière, je ne trouvais pas toujours ultra réussies. Parfois aussi parce qu'il était plus tard dans la soirée, donc au bout d'un moment, j'ai mis ça de côté. D'accord. Du coup, effectivement, le plus important, c'est de choisir un peu ses batailles et surtout aller là où on est le plus fort. Et toi, c'était vraiment la création d'articles et le SEO. Et du coup, bah, c'est ce qui t'a permis un peu de monter au fur et à mesure, d'avoir un maximum de trafic. On va en parler. Mais surtout, on va parler maintenant bah, de la partie monétisation, du business model. Euh, je voulais aussi que tu nous parles un peu du rapport aussi au fait de collecter des adresses email. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou pas et dans quel but? Mais du coup, toi, ton business model, dans un premier temps, enfin, est-ce que tu peux nous faire d'ailleurs donner des exemples de business model qu'on pourrait avoir avec un blog? On a parlé d'affiliation, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Ouais, avec grand plaisir. Donc du coup, euh, donc il y a différents moyens effectivement de rentabiliser un blog. Certains moyens sont faciles mais vont pas forcément rapporter beaucoup. D'autres vont un petit peu plus rapporter. Il y a un premier moyen déjà qui est probablement un des plus simples à mettre en place lorsque tu as un blog, c'est de mettre finalement des publicités. Donc ça, c'est toutes les publicités clignotantes qu'on voit sur le web. Donc ça, c'est ce qu'on appelle voilà, des publicités en display. Il y a un outil qui appartient à Google qui s'appelle Google AdSense qui te permet de le faire assez facilement. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt facile sur un blog, hein. Très souvent, tu peux déjà l'insérer automatiquement sur ton blog. Moi, je ne le fais pas pour l'instant parce que je trouve ça parfois un peu intrusif. Pour l'instant, je l'ai mis de côté, mais c'est une solution assez facile à mettre en place dès que tu crées un blog. Il y a une autre partie, une autre possibilité de monétisation qui est un petit peu celle dans laquelle je me suis spécialisé, je vais dire, qui est ce qu'on appelle l'affiliation. Donc le concept de l'affiliation, il est tout simple. Donc c'est en gros euh, quelqu'un
Tu vas faire des partenariats avec d'autres marques qui vont, par exemple, vendre de la bière dans mon cas ou vendre des objets autour de la bière. Tu fais des partenariats avec eux et lorsque tu parles d'un produit, tu vas mettre un lien avec un petit code qui renvoie sur leur site. Et si ensuite il y a un achat, ils vont te payer une commission sur cet achat. Alors cette commission, elle peut varier. Alors si tu travailles avec un géant comme Amazon, hein, forcément la commission est un peu plus basse. D'un autre côté, c'est aussi des sites qui convertissent bien. Amazon, j'en fais un peu, mais pas beaucoup. Moi, je travaille plus, dans mon cas, avec des sites vraiment spécialisés dans la vente de bière ou de gin en l'occurrence. Mais il faut savoir qu'il y a des plateformes, hein, c'est un truc vraiment, c'est pas un truc où tu improvises ton partenariat un à un et que tu vas à la mano. Non, il y a vraiment des plateformes où tu postules et du coup, c'est assez facile de mettre ça en place aussi. Tu as d'autres moyens ensuite, quand tu es blogueur, de gagner de l'argent. Tu as un autre moyen qui est la vente de contenu sponsorisé. Donc ça, moi, ça m'est arrivé quelques fois. On m'a contacté, on m'a dit, ben voilà, j'aimerais bien avoir un article sur ton site. Et du coup, ben moi, assez souvent, je me dis, ok, bon, ben, un article sur mon site, ben moi, ça va me prendre 2 heures. Donc du coup, il faut que je le facture. Et puis voilà ma grille tarifaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Et honnêtement, je pense que dans 60% des cas, les personnes acceptent parce que finalement, les sommes par rapport à ce que ça va te rapporter ensuite ne sont pas grandes. Et en plus, la plupart des blogueurs vont te le demander. Donc au bout d'un moment, c'est quelque chose qui est assez clair. En revanche, là-dessus, le petit défaut sur le contenu sponsorisé, c'est que tu n'as pas non plus des milliers de personnes tous les mois qui vont te contacter pour que tu écrives un article sur leur sujet. En parallèle, il y a encore d'autres moyens. Alors, il y a un moyen qui est la vente de produits. Alors, figure-toi que je m'étais un petit peu essayé à un moment. Moi, j'avais vendu des t-shirts autour de la bière. Donc, c'était des t-shirts un petit peu sympas. Tu vois, il y avait des trucs genre, Good people drink good beer. Il y avait ce genre de choses sur les t-shirts. Et du coup, tu peux le faire assez facilement parce que maintenant, tu as des marques qui te permettent de faire du print on demand. Donc, en gros, c'est quand tu as vendu un Ouais. t-shirt, ben, tu demandes à ce qu'on te l'imprime et puis c'est envoyé directement chez la personne. Euh, voilà, tu as toujours des possibilités de le faire avec des marques où ça part de l'autre bout du monde, ce qu'on appelle le dropshipping. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère. En général, j'essaie de travailler avec des entreprises françaises quand c'est possible. Et en l'occurrence, pour des t-shirts, ça existe. Après, moi, je m'y étais un peu essayé. J'avais pas forcément, j'ai dû vendre, je crois, 3 t-shirts, dont 2 à des potes. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est juste pas le truc que je sais développer, donc on va passer à autre chose. Mais en tout cas, la vente de produits, c'est possible. Et par exemple, moi, je connais d'autres blogueurs dans la bière qui vendent même leur propre bière très régulièrement. Donc, en fait, tous les 3 mois, ils vont faire un brassin avec une brasserie. Donc, c'est la brasserie qui va brasser. Et puis, ils vont la vendre directement. Et avec ça, ils vont en vivre. Et je pense qu'il y a plein d'autres idées, hein, selon ce que tu fais. Et enfin, il y a un dernier business model auquel je pense. Donc, c'est dire quand même le nombre de possibilités que tu as quand tu as un blog et que tu commences à générer du trafic. C'est ce que les Anglais, ou en anglais, on nomme souvent ça infoproduct. Finalement, je pense que tu peux le résumer sur le terme d'une formation. Donc, c'est-à-dire que tu vas vendre une formation sur un sujet. Tu as un blog sur la bière, bah pourquoi pas tu pourrais vendre une formation comment brasser ta bière. C'est des possibilités. Tu as un blog sur le SEO, comme c'est mon cas, tu peux lancer une formation, générer du trafic avec le SEO. Je vous explique tous mes secrets, des choses comme ça. Et puis, ça peut être ton cas, je pense, dans n'importe quel type de blog, que ce soit un blog sur l'art ou encore des dizaines d'autres blogs. Donc voilà un petit peu la myriade de possibilités que tu as quand tu as un blog. Tu en as quelques-uns qui sont faciles à mettre en place. Je ne conseille pas de se lancer et de tout mettre en place. Moi, j'aime bien l'affiliation au début parce que c'est assez facile à mettre en place. Ça te permet de discuter avec d'autres personnes du secteur parce que tu vas être obligé de discuter avec les marques avec qui tu travailles, de leur poser quelques questions, de connaître un peu les produits qui marchent et ça te permet de progresser ensuite là-dessus. Et, euh, et justement, toi, c'est combien est-ce que tu fais avec ton blog actuellement? Et en termes de répartition par rapport aux différents business models qu'on a vus, quelle est la répartition que tu peux avoir grâce à ton blog Brunation? Donc sur le blog, purement le blog sur la bière, donc Brewation. Alors il faut savoir que Brewation, donc se trouve dans un milieu qui est assez cyclique.
parce qu'on ne le sait pas forcément, on s'en rend pas forcément compte. Mais en fait, la bière, c'est un produit que tu vas très peu vendre en janvier, février, mars, parce que les gens sortent un peu moins, c'est la fin des fêtes, tout le monde se repose. On offre un peu moins de cadeaux, parce que c'est aussi devenu très souvent un cadeau d'offrir de la bière. Et du coup, ensuite, avril, mai, juin, juillet, août, tous ces mois-là, c'est un petit peu en augmentation jusqu'à novembre, décembre, qui sont les deux plus gros mois de l'année dans ce marché. Et du coup, les premiers mois, les petits mois, en général, je fais en side business, ça génère à peu près 1 000 € par mois. Et ensuite, les gros mois, ça génère entre 2 000 et 2 500 € par mois. Sachant que moi, sur mes blogs actuellement, notamment sur BrewNation, je suis à 100% sur de l'affiliation. J'ai pas d'autres moyens de monétiser. Ce serait bien D'accord. potentiellement d'en avoir d'autres, par exemple des formations ou pourquoi pas vendre un produit. Mais actuellement, c'est pas ma priorité parce que ma priorité, c'est justement plutôt autour du marketing de contenu et du SEO. Et mon idée maintenant, c'est vraiment de partager en fait à d'autres personnes ce que je te raconte ici, parce que je me rends compte que finalement, ça pourrait permettre à plein d'autres personnes un petit peu d'avoir de la liberté et puis voilà, de pouvoir un petit peu générer des revenus sur leur passion. Carrément, mais c'est super intéressant. Et bah, de se dire qu'en fait, on peut avec un blog, parce que tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori sur le blogging, sur l'affiliation, aussi le fait qu'on peut se dire que c'est un secteur qui est un peu bouché, enfin, c'est un canal d'acquisition un peu bouché, mais finalement, toi, on va dire que c'est un peu un sujet de niche, si je me trompe pas, et surtout qu'il n'y a pas énormément de concurrence. Ouais, exactement, t'as raison, tu vois, sur le sujet vraiment purement bière, hein, donc blog purement sur la bière, francophone en plus, euh, euh, il y a peut-être une vingtaine de blogs, mais il y a surtout, et 20 blogs, c'est pas beaucoup en termes de concurrence, mais il y a surtout deux, trois gros blogs finalement. Et il faut savoir aussi que tu as beaucoup de blogs qui sont des personnes qui vont écrire parce qu'elles ont envie d'écrire sur leur passion, parce que ça leur plaît, mais qui derrière vont pas forcément avoir cette idée de d'optimiser pour le SEO, vont pas forcément avoir cette idée un petit peu de rentabiliser leur blog ou autre, parce que voilà, c'est pas leur priorité. Et tu vois, même sur un autre sujet, le jean, au début, j'avais fait un peu ma recherche et je suis quasiment le seul blog vraiment purement sur ce sujet du jean, quoi. Donc effectivement, c'est des sujets sur lesquels tu n'as pas beaucoup de concurrence. Euh, et même sur la concurrence que tu as, c'est pas forcément des personnes qui veulent créer un side project à partir de là. Parfois, c'est juste des personnes qui écrivent pour le plaisir. Et c'est très bien aussi. Euh, et en plus, en parallèle, un peu sur ces sujets de niche, tu écris quand même sur une de tes passions. Et je pense que quand il faut consacrer, notamment au début, vraiment, il faut mettre beaucoup d'énergie. Il faut vraiment donner 7 heures par jour, parfois un peu plus. Euh, le fait d'écrire sur une de tes passions et de développer tes connaissances sur une de tes passions, je pense que c'est quand même un truc qui est incroyable, quoi, et qui te permet en plus de générer des revenus au bout d'un moment. Donc, Ouais. Et j'ai une autre question. Du coup, par rapport aux emails, est-ce que tu récoltes des adresses email et si oui, qu'est-ce que tu en fais? alors, tu vois, une autre grosse erreur que j'ai fait tout au début, notamment sur BrewNation, c'est que j'ai pas du tout récolté d'adresse email. Je pense que j'ai mis 1 an avant d'en récolter et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je conseille, à peine tu as écrit tes 30 articles, au bout du premier mois, tu commences déjà à récolter des emails parce que, en fait, en récoltant des emails, ben, ça va te permettre, même à chaque fois que tu sors un nouvel article, d'écrire un petit email rapidement et de le partager. Ça va te permettre de créer ta communauté. Ça va te permettre ensuite, peut-être quelques mois plus tard, au moment où tu vas vouloir commencer à vendre une formation, bah, tu vas déjà avoir une communauté sur qui te baser. Et en plus, je pense qu'une fois que tu as écrit, tu vois, le premier focus, hein, c'est, je dis bien, hein, recherche de mots-clés, rédaction des 30 premiers articles. Si tu en écris 31, ça va aussi, hein, mais voilà, c'est vraiment la première priorité. Mais après, une fois que tu as ces 30 articles, tu peux les regrouper dans un petit e-book. Euh, voilà, tu fais un petit e-book d'une trentaine de pages qui résume ces articles sur ton sujet. Et ensuite, tu mets une petite pop-up sur ton site. Bon, ben voilà, gratuit, un livre de 30 pages, ce qui est quand même assez génial. Et du coup, tu commences à générer des emails.
Et ensuite, tu essayes un petit peu d'avoir une régularité dans ces emails et ça te permet, je pense, sur le long terme, d'avoir une communauté qui va être beaucoup plus forte, beaucoup plus soudée. Ça te permet d'avoir des personnes qui vont te proposer d'écrire des articles. Et du coup, je conseille effectivement, tu vois, dans la troisième étape dont on parlait, une fois que tu as fini ces articles, de commencer un petit peu à générer et à travailler sur cette email list. Tu as lancé justement Gin, un blog sur le gin tonic, c'est ça? Parce que j'y connais absolument rien. Mais justement, je vois un peu l'état d'esprit dans lequel tu étais. En gros, tu as bossé quelques mois, un an, voire plus sur ton premier blog, sur Brunation en tout cas. Ça t'a permis d'accumuler des compétences, tu as appris des choses. Et pendant ton mois là de flottement, tu t'es lancé le défi de créer en un mois un nouveau blog. Euh, Qu'est-ce que tu as fait différemment et qu'est-ce que Brunation t'avait permis d'apprendre que tu as pu faire beaucoup mieux sur ce nouveau projet? Alors, beaucoup de choses, c'est la preuve qu'on apprend. Euh, alors, si tu veux, sur Brunation, j'ai fait une première erreur tout au début. C'est que mon expérience de l'affiliation chez Skyscanner, c'est que beaucoup de personnes postulaient pour faire de l'affiliation et des partenariats avec Skyscanner, mais beaucoup étaient refusés. Et donc moi, quand j'ai commencé sur mon marché de la bière, je me suis dit, ben, je vais attendre de générer un peu de trafic, et une fois que j'aurai généré du trafic, je vais aller voir des marques ou je vais aller sur les plateformes d'affiliation, et puis je vais proposer, et puis je vais dire, voilà, je génère déjà 10 000 visites par mois, donc en principe, vous devriez me prendre. Et du coup, ça, c'était une grosse erreur parce que ça veut dire que j'ai dû attendre 6 mois pour générer ces 10 000 visites. Donc 6 mois durant lesquels je génère pas beaucoup de revenus. Après, c'est pas grave parce que c'était un side project et c'était pas forcément ma priorité. Mais en plus, il se trouve que quand je me suis proposé sur ma niche, bah, ils s'en foutaient complètement que j'ai 10 000 ou une visite. En fait, c'était juste pour dire, bah, de toute façon, nous, on est sur un marché de niche. Des blogs comme vous, il y en a 20. Si on en refuse un, ça n'a pas de sens, quoi. Et c'était différent de l'industrie du voyage, donc avec laquelle Scanner travaillait, où là, des blogueurs voyage, il y en a vraiment des dizaines. Mais du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu ces 6 mois-là. Donc, c'était 6 mois durant lesquels j'ai pas généré de revenus. Mais en plus de ça, derrière, les 6 mois suivants, j'ai dû reprendre tous les liens de mon site et les changer un à un pour y ajouter le code d'affiliation qu'il y avait derrière. Et une erreur, justement, et c'est une très bonne introduction pour la deuxième erreur, c'est qu'à ce moment-là, sur le blog du guide, je ne l'ai pas fait, hein, je suis tout de suite lancé des partenariats dès le premier jour, comme ça tous les liens sont bons et tout est bien fait. Et ensuite, la deuxième erreur que j'ai fait sur Brunation, c'est que j'étais à un moment où j'avais pas forcément beaucoup de fonds pour financer ce side business. C'est peut-être pour ça aussi que j'en ai pas fait d'autres, tu vois, comme du dropshipping, dans lequel tu dois investir un petit peu plus d'argent au départ. Et du coup, en fait, j'ai vraiment tout fait moi-même. Donc, c'est-à-dire que tout faire moi-même, ça allait de la rédaction d'articles, la publication de l'article, parce qu'ensuite, hein, il faut quand même un petit peu le mettre en page, il faut ajouter des images ou ce genre de choses. Ensuite, le partage d'articles sur les réseaux sociaux ou autres. Donc, je faisais vraiment tout à la main et ça me prenait énormément de temps. Et à partir du blog sur le jean, je me suis dit, OK, maintenant, il faut que, pour gagner un peu de temps, il faut que je me pose vraiment la question de est-ce que ça vaut pas mieux, si je peux gagner 1 heure, de faire certaines parties par d'autres personnes ou est-ce que ça vaut peut-être pas le coup de payer un outil qui va me permettre de faire ce genre de choses. Et tu vois, typiquement, un très bon exemple d'outil, hein, c'est des outils qui te permettent de changer tous tes liens et d'ajouter le petit code d'affiliation derrière. Donc finalement, ça va te coûter 100 euros, mais tu vas gagner 6 heures de ton temps. Et je pense qu'en 6 heures, tu peux largement générer plus qu'une centaine d'euros de revenus, que ce soit en écrivant d'autres articles ou en faisant autre chose. Et du coup, ça, je l'ai un petit peu changé à partir du blog sur le jean. J'ai commencé à travailler avec d'autres personnes en freelance qui se chargeaient vraiment de l'édition des articles. Donc, c'est-à-dire que moi, je l'écrivais, parce que pour moi, le créateur de contenu, ça doit être vraiment sa priorité, c'est d'écrire du contenu, et c'est ce que je sais le mieux faire. Et du coup, cette autre personne s'occupait ensuite de copier-coller mes articles, de les rendre un petit peu jolis sur WordPress,
de mettre de belles images ou ce genre de choses. Et c'est vrai aussi qu'à partir de Mister Gudjin, j'ai été un peu moins regardant sur des outils. J'ai vraiment commencé à me poser la question, ok, si cet outil peut me faire gagner 1 heure de mon temps, est-ce que ça vaut pas le coup de payer cet outil plutôt que de le faire moi-même? D'accord. Donc vraiment, ce côté investissement, finalement, ce qu'on fait très peu en vrai quand on lance des side projects, surtout quand c'est le premier. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup évolué sur ce sujet-là. Et en plus, surtout que nous, on vient du gros, tu vois, où on va surtout aller essayer de chercher de la croissance de manière un peu pirate. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a beaucoup évolué sur ces sujets-là, de se dire que finalement, il faut investir, euh, en fait, il faut tout simplement calculer son taux horaire et de se dire, bah, mon temps vaut mieux que les 15 balles que je peux économiser en faisant ça à la main. Donc ça, vraiment, quand on a ça en tête, quand on a son taux horaire, et je pense que c'est un très beau conseil aussi de se dire, d'essayer de déterminer son taux horaire et de se dire, bon, bah, le temps qu'on passe là-dessus, c'est de l'argent qu'on perd parce qu'on perd du temps là-dessus. Il y a ça, il y a aussi le sujet il y a les outils, mais aussi recruter. Quand je dis recruter, c'est prendre des freelances, des fois sur des tâches un peu chronophages. Des fois, ça peut être aussi sur des compétences stratégiques pour des personnes qui vont nous accompagner sur la stratégie qu'on va mettre en place avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Donc ça peut être intéressant. Bah déjà, merci beaucoup pour ces conseils. Et j'avais une dernière question avant de passer à la conclusion. Si aujourd'hui, tu devais arrêter ton blog, si tu devais arrêter d'écrire, qu'est-ce qui se passerait concrètement sur les revenus que peuvent générer ton blog? Ouais, c'est une très très bonne question. Euh, alors, qu'est-ce qui se passerait concrètement? Je pense que c'est une assez bonne question. Euh, alors, dans tous les cas, je suis pas sûr que, du moins c'est mon constat, c'est pas forcément la création de nouveaux contenus qui te permet de continuer à être bien classé sur Google. Même si bien sûr, quand tu crées de nouveaux contenus, euh, les nouveaux contenus, tu vois, vont te permettre plein de choses. Ça va te permettre de générer de nouveaux liens, donc d'autres personnes qui vont parler de toi. Ça va te permettre d'avoir encore plus de trafic sur ton site et ces personnes qui vont lire ce nouveau contenu vont peut-être lire un autre article et du coup, à partir de là, ça te permet un peu d'activer une machine hein, qui te permet petit à petit, effectivement, de générer plus d'articles. Mais je pense que le plus gros souci, c'est pas forcément de créer des nouveaux contenus, mais ce serait plutôt d'arrêter de mettre à jour certains articles. Tu vois, pour te donner un exemple, hein, si tu écris un article sur les tireuses à bière et qu'une tireuse à bière n'est plus en vente parce que la société a arrêté de les vendre, ben forcément ton article n'est plus vraiment à jour. Et à partir de là, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va avoir un article plus à jour que le tien et qui va probablement être mieux classé que ton article. Du coup, à partir de là, je pense que c'est plus là-dessus que tu commences à faire décroître tes revenus. Et effectivement, je pense que sur le long terme, hein, si maintenant on se fixe et on se dit les 3 prochaines années, je touche plus à ce blog et je fais plus rien, les revenus vont petit à petit commencer à décroître parce que forcément tu as moins de visites, hein, donc tu as moins de revenus derrière. Et je pense que ça continuera à générer des revenus pendant au moins 1 an à coup sûr, 2 ans, je pense. Et je pense qu'au bout de 3 ans, ce sera des revenus qui deviendront un petit peu plus maigres. Ça continuera à générer des revenus, mais ce sera peut-être du 100 euros par mois, quelque chose comme ça. Parce que forcément, tu es moins visible sur les résultats Google et donc petit à petit, tu perds aussi en revenus. Voilà. Et la particularité, hein, c'est vraiment que tu as besoin de cette grosse débauche d'énergie au début pour créer ces articles de zéro, ces articles un peu piliers très complets. Mais ensuite, finalement, petit à petit, il suffit de te consacrer un peu de ton temps pour mettre à jour ces articles, voire même pour payer quelqu'un. Et c'est justement ce que tu racontais avant, payer quelqu'un qui finalement va se charger de mettre à jour régulièrement tes articles. Et au moins, toi, tu peux te consacrer à un autre projet ou faire autre chose. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner les noms des outils que tu utilises? Tout à l'heure, quand on parlait des premières étapes, qui est notamment de détecter le potentiel
Des mots-clés, il y avait certains outils que tu voulais nous partager. Ouais, complètement. Alors, désolé, il y a un livreur Amazon qui est arrivé devant chez moi. Pas de problème. Pour commencer, moi, j'utilise un premier outil pour la recherche des mots-clés, qui est pas forcément le plus connu. Donc, c'est l'outil Keyword Finder. Donc, ça s'écrit Kwfinder. Et donc, ça, c'est vraiment purement un outil qui te permet de faire ta recherche de mots-clés très rapidement. Tu vas écrire un mot-clé et lui, il va vraiment te donner la liste de tous les mots-clés qui sont similaires. Donc ça, c'est un très bon exemple. Tu vois, quand moi j'ai cherché pour la première fois bière, eh ben, j'ai eu vraiment tous les mots-clés similaires. J'ai appris que il y avait plein de recherches pour tireuses à bière, alors que ça me venait même pas à l'idée d'écrire un article sur les tireuses à bière. Et c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu plein de recherches sur ce sujet. Donc ça, c'est vraiment un outil que je conseille, qui est pas très cher par rapport à d'autres outils SEO qui sont beaucoup plus chers. Donc c'est un très bon outil. Ensuite, en parallèle, moi j'utilise aussi tout ce qui est Google Analytics, tout ça, qui sont des outils formidables et gratuits pour analyser comment ton site performe. Et en parallèle, je parlais aussi d'un autre outil que j'utilise pour faire un petit peu mes dessins ou mes schémas. Et ça, c'est un outil qui s'appelle Excalibro, qui est un outil gratuit aussi. Alors, il y a une version payante, mais avec le gratuit, tu fais déjà pas mal de choses. Et il y a un autre outil aussi qui est très pratique. Bon, ça, c'est plus pour faire tes schémas ou tes dessins, mais c'est toujours agréable de l'avoir. Lucas, on arrive à la fin de cet épisode. On a appris énormément de choses. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait se lancer dans la création d'un blog qui pourrait devenir son side project? Ouais, alors j'ai un dernier conseil, figure-toi, dont on n'a pas parlé. C'est que, comme dans toute stratégie de contenu, ce qui compte, c'est la répétition et la résilience, dans le sens où si maintenant tu postes un article après-demain et que tu n'en postes plus pendant 6 mois, ça va pas apporter grand-chose. En revanche, si tu as la capacité à poster un article par semaine pendant toute l'année 2021 et de continuer en 2022, bah, tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va avoir un impact super important sur ta vie. Et c'est pareil pour toutes les stratégies de contenu, que ce soit poster sur LinkedIn chaque semaine, que ce soit créer une vidéo YouTube chaque semaine ou autre, même si tu choisis pas le blogging, dans toute stratégie de contenu et dans beaucoup de stratégies de side project, c'est vraiment la répétition et la résilience. Et sur Google, tout met du temps avant de payer. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter si au bout d'un mois, il n'y a personne sur ton site. Mais en revanche, il faut vraiment continuer à répéter un article par semaine, un article par semaine, un article par semaine. Et il ne faut rien lâcher. C'est mon conseil. Trop bien, mais écoute, merci beaucoup. Rien que pour moi déjà, ça peut être utile comme conseil, mais je suis sûr que ça aidera plein de personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup Lucas pour ton temps, pour tes conseils. Où est-ce qu'on peut continuer à te suivre et à suivre ton aventure? Alors, on peut me suivre sur LinkedIn, donc c'est Luca Fancello. Je pense on pourra mettre le lien. Ou sinon, on peut aussi me suivre directement en s'abonnant à ma newsletter sur le site lucafancello.com. Et c'est une newsletter dans laquelle j'envoie chaque semaine, chaque vendredi matin. Donc c'est parfait pour bien démarrer son vendredi. 4 conseils pour réussir en SEO et en growth marketing. Donc chaque semaine, on reçoit une petite newsletter bien complète. Super, bah écoute, merci beaucoup Lucas. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ton aventure et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Merci Amine, à très vite. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.